Il y a un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur en France et qui, moi, me terrifie, c'est le homejacking. Vous savez, quand ces criminels rentrent chez vous, des bandes entières, armées, ils rentrent chez vous pendant que vous y êtes, ils vous prennent en otage avec votre famille et vous demandent de payer, dévalisent tout ce qu'ils peuvent dévaliser, n'hésitent pas à frapper, n'hésitent pas à menacer les membres de votre famille et j'ai l'impression que la police est impuissante. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc on va lire un article que j'ai trouvé sur le homejacking et c'est un article que je trouve, moi, absolument terrifiant. Parce qu'on s'aperçoit que le homejacking, ça ne concerne pas uniquement des hautes personnalités. Vous savez, il y a eu comme ça Bernard Tapie qui s'est fait attaquer. Il y a eu certaines vedettes qui sont fait attaquer comme ça directement chez elles. Mais en fait, c'est en train d'arriver maintenant à monsieur et madame tout le monde. Et on a l'impression que la police n'arrive pas à endiguer cette vague de homejacking. Et moi, personnellement, c'est une chose qui me fait extrêmement peur. Merci Vivi pour la tasse. Donc, allons voir cette histoire de homejacking. Le fléau des homejacking prend de l'ampleur, frappant désormais aussi bien des personnalités médiatiques que monsieur et madame tout le monde. Cette montée en puissance, avec une augmentation de 8% des cas en 2023, selon les chiffres fournis par l'Office central de lutte contre le crime organisé, suscite légitimement l'inquiétude et soulève des questions sur les causes profondes de ce phénomène. Il est important de noter que les personnalités célèbres ne représentent qu'une partie des victimes, souvent mises en lumière par les médias. Bah oui, parce que c'est quand il y a une personnalité comme Kardashian ou Bernard Tapie. Kardashian, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu un... Il me semble, mais je ne suis pas certain. Mais Bernard Tapie, par exemple, est comme ça, séquestré chez lui, frappé et menacé. Bah forcément, on en parle dans les médias, mais ça arrive maintenant à monsieur et madame tout le monde. En réalité, la majorité des cibles sont des individus ordinaires, artisans, chefs d'entreprise ou simples résidents, choisis pour leur supposée aisance financière. Le modus operandi des cambrioleurs est souvent similaire. Il s'introduit dans les domiciles sans effraction, se faisant passer pour des livreurs ou des voisins avant de dérober des biens de valeur. Cette tendance à cibler les domiciles en présence des occupants constitue une évolution inquiétante, témoignant d'une recherche de butin plus important et d'une volonté de semer la terreur. Parce qu'ils ont l'impression que si vous êtes là, par exemple, si vous avez un coffre, vous aurez la combinaison du coffre. Ils pensent qu'ils vont dérober vos cartes bleues et vous demandez le code de la carte bleue et puis l'un d'entre eux va rester avec vous, plusieurs d'entre eux vont rester avec vous pour continuer à vous menacer, pendant que l'un d'entre eux va aller au distributeur automatique de billets, retirer tout l'argent qu'il peut retirer. Ils savent que vous aurez le mot de passe pour aller sur votre compte bancaire et faire un virement. Bref, ils savent tout ça. Et moi, je ne sais pas pour vous. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur. Voilà, je me souviens avoir été dans une maison tout seul, une maison qui fermait mal et tout. Je me suis mal endormi. Voilà. C'est peut-être couillon à mon âge et je fais 1m83, je suis plutôt balèze, mais voilà, quoi qu'il arrive. J'ai eu peur. Et en plus, je pense que peu importe votre force physique, s'ils arrivent à 3-4 avec des barres de fer, des battes de baseball ou encore pire, des pistolets, vous pouvez toujours vous pouvez être un champion de kung-fu, ça ne changera pas grand-chose. L'utilisation croissante des réseaux sociaux comme outil de repérage par les criminels est également préoccupante. Un simple selfie devant chez soi peut fournir des informations cruciales aux malfaiteurs, facilitant ainsi leurs méfaits. La composition hétérogène des groupes impliqués dans ces actes criminels est également notable. Si certains sont organisés et disposent d'une logistique sophistiquée, d'autres se constituent de jeunes délinquants, souvent multirécidivistes. Mais alors que font-ils dehors ? Moi, vous savez, les multirécidivistes, alors c'est ma méthode, on ne l'approuvera peut-être pas, mais je suis assez d'accord avec Pascal Praud, par exemple, qui en parle, mais j'ai toujours été d'accord avec lui, même beaucoup plus hard.
c'est la première fois, tu prends déjà une peine. Quoi que tu aies fait, tu as volé une pomme, tu prends une peine de prison. Ferme, réelle, tu vas en tôle. Peut-être un mois, c'est pas grave. Mais au moins, tu apprends ce que c'est. La deuxième, une peine lourde. Lourde. Et la troisième, c'est à vie. On te dégage à vie. On t'a prévenu 2 fois, t'as pas compris, tant pis, tu n'es pas apte à vivre dans la société, en tôle à vie. Et je pense vous savez, à New York, on a réglé les problèmes d'insécurité comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, dans les années 80, enfin quand j'étais enfant, New York, c'était horrible. Personne ne prenait le métro. Il y avait des quartiers entiers où vous ne pouviez pas aller, parce que si vous y alliez ou que si vous preniez le métro, vous faisiez détrousser. C'était la jungle, New York. Et puis vous avez eu un maire, Rudolph Giuliani, qui a dit, et qui d'ailleurs a été élu pour ça, il est passé en disant tolérance zéro. La première fois, on t'avertit, mais tu as quand même une peine pour que tu comprennes ce que c'est que la prison. La deuxième fois, on te tape fort sur les doigts, fort, c'est-à-dire que c'est une peine lourde. Et la troisième fois, mais peu importe ce que tu as fait, tu as volé une pomme, on s'en fout. La troisième fois, ça veut dire que tu n'es pas apte à vivre avec nous, tu dégages, tu es en prison à vie. Rodolphe Giuliani donc a fait ça à New York. Résultat, la criminalité à New York s'est effondrée. Et on a commencé à vivre tranquillement à New York. Et vous pouviez prendre le métro tranquillement à New York. Il n'y avait plus de quartiers comme le Bronx. Il n'y avait plus de quartiers où vous ne pouviez pas aller. Le Bronx est même devenu un quartier un petit peu chic. Alors qu'avant, c'était même pas la peine. Un blanc dans le Bronx, c'était un homme mort. Donc il n'y avait pas photo. Mais cette solution a été claire, nette, précise et ça a marché. Et d'ailleurs, on voit au Salvador, par exemple, où ils ont construit la plus grande prison pour les membres des gangs. Le Salvador, ou là, mais alors là, on ne pose même pas de questions. Alors là, c'est peut-être extrême, je ne sais pas. Moi, ça me plaît bien, mais c'est vous faites partie d'un gang, on n'en a rien à faire de ce que vous avez fait, vous faites partie d'un gang, c'est 30 ans de prison, hop, en tôle tout de suite. Et les gens sont 25 sur des cellules pour 3 personnes. Ils sont 25 à dormir dans la cellule. Ils ont 2 repas par jour. Les conditions sont épouvantables, épouvantables. Seulement le Salvador, il est passé de pays le plus dangereux d'Amérique centrale, il est passé à pays le plus sûr de la planète. Vous avez moins de crimes au Salvador qu'en Suisse. Parce que tous les méchants sont en tôle. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il ne faut pas faire ça avec les trafiquants de drogue. Je ne sais pas s'il ne faut pas faire ça avec les terroristes. Mais vous voyez, ça pose des questions. Mais là, on n'est pas sur du trafiquant de drogue, on n'est pas sur du terroriste. On est sur du multirécidiviste. La méthode Giuliani. 3 fois, on t'a prévenu 2 fois, Coco, t'as pas compris. La troisième, tu vas en prison à tôle. En prison à vie. Je me pose la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est sûr que pour le délinquant, c'est pas la solution, mais pour ses voisins, c'est un bonheur, à mon avis. J'en ai juste marre qu'on cherche la bonne solution pour le délinquant. J'aimerais qu'on trouve la bonne solution pour le reste de la société qui n'est pas délinquante. Voilà. Donc, il y a donc des multirécidivistes qui sont attirés par une perspective d'un gain rapide. Cette diversité de profils reflète la complexité du problème et souligne la nécessité d'aborder une approche multidimensionnelle pour y faire face. L'impact psychologique sur les victimes est indéniable, avec des séquelles durables qui les marquent profondément. Des séquelles durables qui les marquent profondément. La violence, souvent exercée lors de ces agressions, parce qu'ils sont capables de vous torturer pour avoir votre numéro de carte bleue ou le code du coffre. La violence, souvent exercée, je me rappelle de l'histoire de Bernard Tapie à qui c'est arrivé. Ils ont amené sa femme dans une autre pièce et lui était là à imaginer tout ce qu'ils étaient en train de lui faire. Vous imaginez la torture psychologique. Et Bernard Tapie est mieux protégé que vous, Donc imaginez ce qui va vous arriver à vous. Donc la violence souvent exercée lors de ces agressions, même en présence d'enfants, et je me souviens d'un autre, un non connu, un animateur télé, je ne me rappelle plus son nom, ils ont carrément pointé un flingue sur la tête de son enfant. Vous imaginez un peu la violence du truc, quoi. Donc que ces gens aillent en tôle pour des très longues périodes, moi ça m'irait bien en fait.
Et s'ils sont multirécidivistes, qu'ils ne sortent plus jamais de prison, ça m'irait très bien. Dites-moi ce que vous en pensez avec les commentaires. Mais vous voyez bien que hier, j'ai fait une vidéo sur... c'était un terroriste qui est rentré, un OQTF, qui est rentré dans une école maternelle en France avec des lames de rasoir, qui a essayé de forcer la porte où les enfants avaient été planqués par une institutrice. Ce gars-là est ressorti libre. Il a été arrêté par les flics en flagrant délit avec des lames de rasoir. La justice, le juge, lui a dit « C'est pas grave, monsieur, vous êtes sous EQTF, vous allez faire du terrorisme dans les écoles maternelles de Paris. C'est pas grave, monsieur, ressortez, vous reviendrez pour votre jugement le 27 juin prochain. » Qu'est-ce que vous voulez faire? L'acte, donc voilà, la violence souvent exercée lors de ces agressions, même en présence d'enfants, est particulièrement traumatisante et souligne l'urgence d'une réponse efficace des autorités. Donc à mon avis, il faut déjà une réponse policière pour qu'on arrive à les choper, parce que je crois que ceux qui ont fait ça à Bernard Tapie n'ont jamais été retrouvés. C'est un gang organisé, visiblement, enfin d'après ce que j'ai entendu dire, un gang très organisé, ils n'ont jamais été retrouvés. Donc là, c'est vrai qu'il y a déjà un travail de police, il faut que la police s'organise face à ces gangs et arrive à trouver la solution, mais après, il faut aussi que la justice les mette en tôle, mais pour des durées hyper longues. Et quand on voit comme elle est laxiste, avec des OQTF, un Tunisien OQTF, pour mon exemple, qui vont agresser des enfants dans des écoles maternelles avec des lames de rasoir, quand on voit que ces gens-là se retrouvent dehors, on se dit que là, nos agresseurs, ils n'ont rien à craindre, quoi. Ils sont tranquilles. À la 40e fois, on leur donne un travail d'intérêt général, je ne sais pas. Donc la répression judiciaire semble être une voie privilégiée pour lutter contre ce fléau, tu m'étonnes. Avec un taux élevé d'élucidation d'affaires, ben ça c'est bien, ça contredit ce que je viens de dire, mais comme quoi il faut passer contre soi. Mais encore une fois, il me semble qu'on n'a pas réussi à élucider le cas Tapie. Et des condamnations sévères prononcées à l'encontre des auteurs, je l'espère, j'ai un doute. Cependant, une approche préventive visant à comprendre les facteurs sous-jacents qui poussent certains individus vers la criminalité est tout aussi cruciale pour endiguer durablement ce phénomène. Oui. Peut-être la facilité qu'il y a à être un criminel dans un pays qui ne condamne pas assez. En conclusion, le phénomène de homejacking constitue un défi majeur pour les autorités et la société dans son ensemble. Sa résolution nécessitera une combinaison de mesures répressives et préventives, ainsi qu'une collaboration étroite entre les différents acteurs concernés. Seule une approche holistique permettra de protéger efficacement les citoyens et de restaurer un sentiment de sécurité au sein de la communauté. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez, comme moi, eu déjà peur des homejacking? Et c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il faut une répression extrêmement dure de ce genre de choses, allant jusqu'à la solution de Rodolphe Junani à New York, ou même à la solution que l'on a trouvée pour les gangs en Amérique centrale, en les enfermant 30 ans, quoi qu'il arrive, parce qu'ils font partie d'un gang. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour que les citoyens, comme vous et moi, et les citoyens qui ne commettent pas d'infractions de ce type, les citoyens puissent vivre en paix? Dites-moi, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est trop extrême et que j'ai une vision beaucoup trop réductrice de ce qu'il faut faire pour éviter les crimes? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.